Alors, les matières plastiques, la première chose, c'est que nous allons voir la formation du plastique, donc comment est-ce qu'on va le fabriquer. Donc, il faut savoir que toutes les matières plastiques sont issues donc du pétrole. Alors, le pétrole, c'est quoi? Eh bien, en fait, ce sont des molécules riches en hydrogène et en carbone. Donc, ça veut dire que hydrocarbure veut dire hydrogène, carbure, carbone. Donc, en fait, les hydrocarbures sont des molécules organiques présentes dans le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Et on dit que plus de 95% de ces molécules sont utilisées comme combustible. Alors ici, on va effectivement utiliser une partie de ces hydrocarbures pour la fabrication de matières plastiques. Et en fait, on vous dit qu'il n'y a que 4% de la production de pétrole brut qui permet de produire les 265 millions de tonnes de plastique consommées chaque année sur notre planète. Alors c'est environ 4%, ça dépend un petit peu, c'est entre 2 et 4%. Donc, pour la suite, je vais vous demander de lire les documents sur la formation du pétrole et de répondre donc aux questions que vous trouverez donc à la page 20. Donc, je vous propose de mettre sur pause et puis nous répondrons donc aux questions ensemble. Donc, tout d'abord, la formation du pétrole. Donc en fait, il faut savoir que le pétrole, c'est un combustible fossile et sa formation date d'environ 20 à 350 millions d'années. Donc en fait, c'est pour ça qu'on comprend que ce n'est pas une énergie renouvelable, puisqu'il faut des millions d'années pour qu'elle se forme. Or, quand c'est renouvelable, ça veut dire que c'est renouvelable sur le temps au niveau de l'échelle humaine. Ça veut dire environ 100 ans. Donc là, on en est vraiment assez loin. Comment va se former le pétrole? Alors, tout d'abord, il faut savoir que le pétrole est issu de la décomposition d'organismes marins accumulés. Donc, c'est-à-dire effectivement que c'est de la matière donc déjà d'origine organique. En fait, c'est la décomposition des organismes marins, mais ça peut être au fond des océans, mais ça peut être également au fond de lacs ou de deltas. Donc, en fait, il faut plusieurs dizaines de millions d'années pour arriver au pétrole. Pourquoi? Parce que effectivement, il faut d'abord que tous ces animaux et plantes se décomposent et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se déposer en couches successives dans le fond. Donc ces couches vont commencer à en fait simplement s'accumuler. Puis la vase va recouvrir la couche de plantes et d'animaux morts. Donc ça se fait vraiment petit à petit. Et puis en fait, au fur et à mesure des couches, eh bien, on va voir que vous allez avoir une décomposition de plus en plus importante, mais en plus, suite aux couches qui sont au-dessus, on va avoir une augmentation de la pression et de la température. Et en fait, c'est cette augmentation de la pression, de la température, de la décomposition que le pétrole va donc se former tout doucement. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein, avec le temps, les sédiments s'accumulent et compriment les plantes et les animaux jusqu'à ce qu'ils se transforment donc en pétrole. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce pétrole, donc c'est un liquide foncé, visqueux, qui va être enfermé dans des roches poreuses appelées des roches magasins. Donc ici, voilà, on va avoir la roche imperméable qui est ici. Et c'est pour ça que, effectivement, donc cette roche magasin va permettre effectivement de contenir en fait l'eau, le pétrole et le gaz. Donc il faut savoir que le pétrole vient du latin petra, qui veut dire pierre, et oleum, qui signifie huile, donc une pierre d'huile. Donc comme dit précédemment, le pétrole c'est considéré comme une énergie non renouvelable ou un combustible fossile. Pourquoi combustible fossile? Parce qu'il vient effectivement de matière organique décomposée. Et donc c'est sur plusieurs millions d'années, donc effectivement c'est non renouvelable. Donc une fois que le pétrole en fait va remonter à travers la roche poreuse, il forme un réservoir, donc on l'a vu ici. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On remarque que l'eau, le pétrole et le gaz vont se placer d'une certaine façon. Alors en fait on pourrait un petit peu comparer cela à ce que vous avez vu donc en première secondaire, c'est-à-dire que le gaz c'est du gaz, donc l'état de la matière c'est le gaz. Donc on pourrait par exemple le comparer à de l'air. Le pétrole, on a vu que le pétrole vient du mot huile. Donc si on fait un parallèle avec l'huile, et puis l'eau, eh bien on sait bien que si vous mettez dans un verre d'eau, vous allez verser de l'huile, on est bien d'accord que l'huile va se mettre au-dessus de l'eau et l'air sera au-dessus de l'huile. Alors pourquoi est-ce que ça se place comme ça? Alors pour cela, il faut remonter en première secondaire où vous avez vu la masse volumique. D'accord? Et donc la masse volumique, c'est quoi? C'est la quantité de matière dans un mètre cube. On avait vu normalement donc
toujours en première secondaire, que 1 mètre cube d'eau, c'est environ 1000 kg par mètre cube. Or, 1 mètre cube d'huile équivaut à 900 kg par mètre cube. Donc ça veut dire que 1 mètre cube d'eau c'est 1000 kg et 1 mètre cube d'huile c'est 900 kg. Donc la masse volumique de l'huile est plus petite. Attention de ne pas parler de masse tout court parce que c'est bien une masse en fonction d'un mètre cube. Donc si forcément vous avez 2 mètres cubes d'huile, bah forcément sa masse sera plus grande que 1 mètre cube d'eau. Ça paraît assez logique puisque 1 mètre cube d'eau c'est 1000 kg, mais 2 mètres cubes d'huile, ça va être 1800 kg. Donc forcément, sa masse sera plus grande. Mais est-ce que la masse volumique change? Ça, non. Donc attention que la masse volumique, c'est toujours une masse en fonction de 1 mètre cube de volume. Donc, effectivement, la masse volumique de l'huile est plus petite, donc elle se met au-dessus de l'eau. Et la masse volumique de l'air est plus petite, donc elle se met au-dessus de l'huile. D'accord? Si on fait le parallélisme avec le gaz, le pétrole et l'eau, eh bien c'est la même chose. Le gaz a une masse volumique inférieure au pétrole, donc il se met au-dessus. L'eau a une masse volumique supérieure au pétrole, donc elle se met en dessous. Donc, quels sont les matériaux de base qui permettent la formation du pétrole? Eh bien, on a vu, donc c'est la décomposition de la matière organique, donc de matière vivante, qui vont se décomposer et se transformer en sédiments, puis en pétrole sous l'effet de la pression et de la chaleur. Expliquer pourquoi le gaz naturel, le pétrole et l'eau salée se placent de cette façon dans le réservoir sous la roche imperméable. Alors, la masse volumique du gaz est inférieure à la masse volumique du pétrole, d'où le gaz va se placer au-dessus du pétrole. Le pétrole, on a dit, il a une masse volumique ou densité inférieure à celle de l'eau, d'où le pétrole se place au-dessus de l'eau. La densité de chaque substance donc, va déterminer son emplacement les uns par rapport aux autres. La transformation du pétrole. Alors ici aussi, il serait bien de d'abord bien analyser les documents. Donc vous lisez le texte, vous regardez bien le document qui se trouve ici et à la page suivante là, et puis vous répondez aux questions qui suivent. Donc les questions auxquelles vous devez répondre sont sur base des documents, expliquer le fonctionnement de la distillation, comment se place chaque constituant en fonction du nombre de carbone dans sa molécule, comment s'appelle la substance à la base de la fabrication des plastiques, quel pourcentage de pétrole est utilisé pour fabriquer du plastique, dans quel domaine servent essentiellement les produits dérivés du pétrole, et citer 3 autres exemples d'utilisation de pétrole dans la vie quotidienne. Revoyons donc tous ces documents. Après avoir été extrait donc du sous-sol, le pétrole brut est envoyé dans une raffinerie à travers un oléoduc. Donc la raffinerie ici, c'est le document qui se trouve là. L'oléoduc, eh bien, c'est ces grands tuyaux que l'on trouve parfois effectivement en dehors du sol. Dans la raffinerie, le pétrole sera soumis à une distillation en fonction de la température d'ébullition permettant de séparer les différents constituants. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va mettre le pétrole brut ici dans un four. Donc celui-ci va chauffer. En fait, le pétrole est fait de plusieurs types de molécules d'hydrocarbures. Les molécules d'hydrocarbures qui ont une masse volumique plus petite vont se mettre au-dessus. Par contre, les molécules plus lourdes, donc qui auront une masse volumique plus importante, vont plutôt se mettre dans le fond. Et donc effectivement, on voit déjà qu'à 20 degrés Celsius, les molécules donc les plus légères et donc qui auront une masse volumique forcément plus petite vont déjà commencer à remonter. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que les molécules qui se situent au-dessus à 20 degrés Celsius, donc qui se mettent déjà au-dessus à 20 degrés Celsius, elles sont formées de 1 à 4 atomes de carbone. Ensuite, on continue à augmenter la température et on voit qu'à 180 degrés, on va avoir donc toutes les molécules qui ont entre 6 à 10 atomes de carbone qui vont donc se placer en dessous des autres. Et on va faire de même donc jusqu'à chauffer le pétrole brut jusqu'à 550 degrés et effectivement on va avoir donc les molécules extra lourdes. Donc extra lourdes, pourquoi? Parce qu'on voit déjà qu'à 400
degrés, quand on fait une distillation sous vide, donc avec rien dedans, on a plus de 20 atomes de carbone, de molécules, donc de carbone dans la molécule, donc la molécule va être très très lourde. Alors, lorsque l'on a des molécules très très lourdes, eh bien ici on va l'utiliser par exemple pour faire les routes, pour faire l'étanchéité des toits et ce genre de choses. Donc on va aussi utiliser la production d'électrique par les centrales thermiques. Donc en fait on voit qu'on utilise des molécules extrêmement lourdes. Alors ça signifie quoi aussi? C'est que plus on utilise des molécules lourdes et au plus elles sont polluantes. Et donc là, clairement, on se retrouve dans quelque chose de très polluant, surtout pour la production d'électrique par les centrales thermiques. Donc déjà, une des solutions, ce serait de pouvoir utiliser des molécules plus légères. Donc, à 400 degrés, on retrouve tout ce qui est huile de base. Donc les huiles, effectivement, par exemple pour la voiture, etc., les huiles moteurs, etc. Puis à 360 degrés, on va retrouver tout ce qui est mazout. Donc en fait, c'est le mazout que l'on utilise par exemple pour, pour le chauffage, etc. Pour aussi les moteurs de camions. Donc de nouveau, ici, pas top. À mon avis, ils ont déjà pas mal amélioré leur moteur et normalement ils ne sont plus trop censés utiliser ce genre de gasoil. Par contre, vous avez aussi les paquebots qui peuvent utiliser ce type de gasoil. Or, c'est très très embêtant parce que justement, c'est pour ça que les paquebots, quand ils utilisent un combustible qui est moins raffiné, eh bien justement, ça va être nettement plus polluant. Et c'est pour ça que ce genre de bateau commence à être interdit dans certains ports parce qu'en fait, ils vont polluer de façon importante la ville dans lesquels ils s'arrêtent. Donc on voit qu'à 250 degrés, on a donc tout ce qui est les essences, les kérosènes d'avion. Puis le 180 degrés, on va avoir donc tout ce qui sont les naphtas, donc plastique, solvants, fibres synthétiques, détergents, etc. Et les essences automobiles, donc qu'on utilise dans les voitures. Et puis, il y a, donc à 20 degrés Celsius, on va retrouver plutôt le gaz. Et donc, c'est tout ce qui est butane, propane, etc. Alors, dans un baril de pétrole, voilà, on va pouvoir donc avoir 43% d'essence, 23% de diesel, 9% de kérosène, 5% de coke de pétrole, etc. Donc, jusque ici. Donc, sur base des documents, expliquer le fonctionnement d'abord de la distillation. Donc, on a expliqué, le pétrole va d'abord être chauffé jusqu'à ce que les éléments se vaporisent. Ils sont ensuite récupérés séparément par condensation des vapeurs. Donc, la condensation, c'est-à-dire qu'on va refroidir, qui se fait à différentes températures selon le composant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que certains constituants trop denses restent à la base de la tour. Et chaque constituant va se placer en fonction de sa densité. Donc plus un matériau est dense et plus sa température d'ébullition sera élevée. Et donc plus il va se placer en bas, forcément. Donc voilà. Alors comment se place chaque constituant en fonction du nombre de carbone dans sa molécule? Donc on a vu que plus la molécule contenait beaucoup de carbone et plus sa masse volumique est importante et plus donc il va être dans le bas et inversement. Alors comment s'appelle la substance à la base de la fabrication des plastiques? Donc c'est le naphta. D'accord, donc en fait ici on voyait le naphta et puis ils ont mis un plastique solvant, etc. Alors, quel pourcentage de pétrole est utilisé pour fabriquer du plastique? Donc si on reprend le naphta qui se trouve ici, voilà. Donc simplement on voit que on doit aller ici et on arrive au 2% là. Et donc on est bien à 2% pour le naphta. Donc n'oubliez pas que tout à l'heure on a dit que c'était 4%, donc c'est environ entre 2 et 4% pour la formation de plastique. Alors dans quel domaine sert essentiellement les produits dérivés du pétrole? On voit qu'il y a surtout beaucoup d'essence, du diesel et mazout de chauffage. Donc on voit que c'est essentiellement pour le transport, mais effectivement ça va être aussi pour se chauffer, mais ce sera essentiellement d'abord dans le transport. Citer 3 autres exemples d'utilisation du pétrole dans la vie quotidienne. Donc le chauffage, forcément, pour se chauffer, on va l'utiliser beaucoup. La cuisine, si vous avez une taque au gaz, pour fabriquer de l'électricité, par exemple dans les centrales électriques thermiques, etc., etc. Et donc on voit effectivement que le pétrole, on va l'utiliser dans plein de choses, parce qu'en fait, dans votre pantalon, si vous avez du plastique ou des choses comme ça, clairement, vous allez l'utiliser dans vos vêtements, dans tous les ustensiles en plastique que vous utilisez quotidiennement,
etc., etc. Alors maintenant, on va terminer donc par la fabrication donc des matières plastiques. Donc le naphta, il doit ensuite être transformé lors d'une phase appelée donc le craquage. Donc en fait, le naphta, c'est un peu trop lourd. Donc le but, c'est vraiment de craquer la molécule. Et donc ce procédé va consister à chauffer le naphta très fort avec de la vapeur d'eau avant de le refroidir très très rapidement. Et donc effectivement, on va donc casser les molécules, ce qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle des monomères. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va assembler ces monomères de telle façon à avoir le plastique que l'on souhaite. Donc effectivement, on les met bout à bout. Donc on va appeler ça des polymères. Pourquoi? Parce que mono, ça veut dire seul. Poly, ça veut dire plusieurs. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'en fait, en fonction, si vous voulez, de la répartition en 3 dimensions des monomères, donc c'est-à-dire que la façon dont ils vont être placés dans le polymère, eh bien, on n'aura pas le même plastique et donc pas tout à fait les mêmes propriétés. C'est pour ça qu'il existe un grand nombre de plastiques différents. Pourquoi est-ce qu'il existe autant de plastiques différents? C'est justement parce que leur configuration dans l'espace est différente. Donc ici, on vous donne un exemple, ce qu'on appelle l'éthylène, qui est le monomère. Or, quand on met tous les éthylènes ensemble, ça fait des polymères. Et donc, en fonction de cette répartition-là, on va pouvoir avoir telle ou telle molécule de plastique. Alors le type de plastique donc dépendra de l'agencement des monomères entre eux pour former le polymère, c'est ce que je viens de dire. Mais ensuite on va aussi mettre ce qu'on appelle des adjuvants, donc ajouter, et des additifs. Ce sont des composés que l'on ajoute pour améliorer les propriétés du plastique. Par exemple, on va ajouter une couleur, une résistance au soleil, une résistance à la chaleur. On va avoir des plastiques rigides, des plastiques souples. Et donc tout ça, c'est grâce aux adjuvants et additifs. Le problème, c'est que certains adjuvants et additifs se sont révélés comme toxiques, tels que le bisphénol A. Et donc, en fait, le bisphénol A, on le retrouvait dans les biberons pour les bébés. Et donc, de ce fait, le bisphénol A été interdit. Et donc, maintenant, on ne retrouve plus cette substance dans le plastique des biberons. Alors, à mon avis, il y avait encore d'autres plastiques qui en contenaient. Mais ça a surtout fait une polémique au niveau des biberons. Et donc, normalement, le bisphénol A, il n'y en a plus. Donc voilà, le problème aussi c'est qu'en fonction des adjuvants et des additifs qui vont être mis, eh bien le recyclage va être beaucoup plus compliqué. Et donc c'est pour ça que par exemple dans le tri, ils vont dans le PMC, en fait c'est pour ça que vous ne pouviez pas jeter n'importe quel plastique. Pourquoi? Parce qu'en fait ils rassemblaient les plastiques identiques entre eux pour pouvoir les recycler davantage. Alors on constate que dans plusieurs régions, en tout cas en Flandre, ça c'est sûr, vous allez maintenant avoir tous les PMC dans un seul sac, mais je crois que Bruxelles aussi. Et donc, effectivement, vous allez pouvoir mettre toutes les matières plastiques dans le même sac. Et donc, j'imagine qu'ils ont mis en place des structures pour pouvoir trier tous ces plastiques en fonction du plastique considéré et donc de pouvoir les recycler plus facilement.